Merci, c'est un vrai plaisir de répondre à cette invitation, un vrai plaisir de vous retrouver les uns ou les autres, et pardon à ceux dont je ne suis pas capable de retrouver le nom. Je trouve que ça ne s'arrange pas mes affaires de temps en temps, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est un vrai plaisir, et plaisir de tisser un lien qui, au fur et à mesure des années, commence à devenir tout à fait conséquent. Alors, la vie en EHPAD entre faire et laisser faire. L'EHPAD fait certainement partie de ces lieux qui, pour de multiples raisons, font peur. Peur, en particulier, sans doute, d'avoir soi-même à y rentrer un jour. Et par conséquent, l'EHPAD fait partie de ces lieux qui concentrent une multitude de questions, de réactions, de réflexions, qui peuvent d'ailleurs parfois se transformer en critiques démesurées, envahissantes, en condamnations un peu arbitraires, en incapacité à prendre quelque distance que ce soit, etc. Tout discours critique peut alors être soupçonné de parti pris regrettable, mais parti pris parfois difficile à éviter, parti pris qui se concentre en une question sans doute absurde, mais tellement fréquente: êtes-vous pour ou contre les EHPAD ? Alors la plupart de nos concitoyens répondent évidemment spontanément qu'ils sont contre, jusqu'à ce que, pour des raisons multiples, ils soient bien contents d'en trouver un, bien situé, accueillant, compétent, pour leurs proches, et puis un jour, pour eux-mêmes. Tout est donc difficile s'agissant de ce genre de structure, et on devine alors que l'attitude la plus fructueuse consiste sans doute à questionner pour comprendre, comprendre pour faire évoluer les pratiques et finalement garder ouvertes les questions qui, sans doute, nous font avancer. La thématique à laquelle l'équipe de Ressentez-vous nous invite à réfléchir aujourd'hui est sans doute de ces questions qu'il nous faut apprendre à ouvrir et à garder ouvertes. Bien malin qui peut prétendre donner des leçons sur ce genre de sujet. C'est donc dans cet esprit que je voudrais prendre cette proposition, la vie en EHPAD, entre faire et laisser faire. C'est sans doute dans un difficile juste milieu à trouver que se trouve l'attitude qu'il nous faut rechercher, faire, évidemment, mais ne jamais faire à la place de l'autre, en tout cas, jamais sans l'autre, même s'il s'agit de faire pour l'autre. Et on se souvient, je ne suis pas le seul ici à m'en souvenir, on se souvient de cette phrase que l'on attribue tantôt à Nelson Mandela, tantôt à Gandhi, mais après tout, les deux auraient pu la revendiquer, je crois. Ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, alors vous le faites contre moi. Terrible. Quand on y pense, quand on se laisse interpeller, interroger par cette phrase, elle est terrible. Terrible parce que tous, nous savons bien qu'une fois ou l'autre, nous sommes tombés dans le panneau. Tous pour gagner du temps, par manque de moyens, par manque de personnel, par manque de réflexion préalable, par manque de formation. Tous, il nous est arrivé de faire à la place au motif de faire pour. Donc de faire sans l'autre au motif de faire pour lui. Il est clair que dans mon esprit, il ne s'agit donc pas de culpabiliser tel ou tel, mais bien de réfléchir, de chercher ensemble comment améliorer nos pratiques. Je voudrais ouvrir la distinction tellement importante entre la mise en question et la mise en cause. Oui, nous avons à accepter toute démarche de mise en question, mais qui suis-je pour m'autoriser à mettre en cause la cause qu'il faudra défendre avec un avocat, c'est-à-dire ouvrir des procès. Il ne s'agit pas de ça, bien évidemment, mise en question.
Une première réflexion alors à propos de l'expression « laisser faire ». Dès qu'on s'arrête sur cette expression, on en ressent la complexité. Laisser faire, ne pas s'opposer à ce que la personne fasse. Mais c'est bien la moindre des choses. Demain, je vais rentrer en établissement et d'un seul coup, il y aura des gens qui, au motif d'exercer leur profession, sauront mieux que moi ce que je pourrais faire et ce que je ne pourrais pas faire. Étrange situation quand même, parce que ce laisser-faire porte en lui l'interdit possible. On laisse faire ce que l'on n'interdit pas. Et nous savons bien qu'il est fréquent que le contexte de l'institution nous pousse, pour 1000 raisons, à interdire, et sans doute à interdire bien plus que nécessaire pour protéger les uns, sécuriser l'ensemble, ne pas prendre de risques, etc. Laisser faire, c'est donc d'abord ne pas interdire ou même ne pas empêcher. Il y a donc dans cette expression quelque chose de l'ordre du respect de la liberté de l'autre, et ceci est évidemment plutôt réjouissant. Bien sûr, on objectera tout de suite que ce laisser-faire a certainement des limites. Mais oui, il a des limites, forcément il a des limites, mais quelle attitude n'aurait pas de limites ? Laisser faire, ce n'est jamais laisser faire n'importe quoi, évidemment pas n'importe quoi. Et c'est l'occasion de se rappeler que la loi de l'extérieur s'applique à l'intérieur de l'établissement, s'applique ou devrait s'appliquer à l'intérieur de l'établissement, et que l'intérieur de l'établissement n'a jamais à réinventer la loi, mais à mettre en œuvre quelques règles de fonctionnement, des usages, des modes de vie qui permettront tout simplement d'appliquer la loi. C'est bien l'extérieur qui donne sens à ce qui se passe à l'intérieur. Tout n'est pas possible, donc, nous le savons, et il y a toujours un peu de démagogie à laisser croire que, ici, tout est possible. Ben voyons. Pour autant, l'enjeu est sans doute de ne pas abuser, dans l'organisation de la vie quotidienne d'un établissement, ne pas abuser de l'argument selon lequel la vie collective implique des limites aux libertés individuelles. Vous savez, cette espèce de raisonnement du style « Enfin, madame un tel, monsieur un tel, mais soyez raisonnable quand on vit en collectivité. » Eh bien oui, bien sûr. Chacun sait bien que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais il est beaucoup plus intéressant, pour faire vivre un collectif au sens de la communauté humaine, pour faire vivre cette communauté humaine, il est beaucoup plus intéressant d'essayer de considérer que la liberté des uns commence où commence celle des autres. Personne ne libère personne, les hommes se libèrent ensemble. Eh bien oui. Et du coup, comment pourrions-nous penser un exercice commun de la liberté ? Et l'on tente alors de développer du possible au lieu de concentrer notre attention sur l'interdit. En plus, les vieux, on sera d'accord sur l'usage du terme, il n'a dans mon esprit, et j'espère bien dans le vôtre, évidemment rien de péjoratif, au contraire. Les vieux accueillis en EHPAD ont vécu suffisamment longtemps pour que l'on ne s'acharne pas à leur interdire ce qui, tout bien considéré, pourrait bien être autorisé. Laisser faire, c'est donc ne pas interdire, mais c'est aussi ne pas faire à la place. Cette perspective est d'ailleurs au moins aussi intéressante. Nous sommes en effet souvent pris dans des configurations professionnelles ou familiales, à domicile, et encore plus peut-être en établissement, mais on ne va pas rentrer en compétition, dans des configurations où tout converge pour nous pousser à faire à la place de la personne aidée. Ça commence évidemment avec une bonne intention, un peu protectrice. Laisse, je vais le faire. Laissez, je vais le faire. Oui, pourquoi pas ? Mais il n'est pas sûr
que ce soit toujours service à rendre, il n'est pas sûr que ce soit toujours la meilleure manière d'aider la personne que de lui suggérer ou de lui imposer de ne pas faire. La bonne intention consiste à tenter de soulager l'autre de ce qui peut-être lui coûte, de ce qui lui est difficile à faire. On voit très vite, évidemment, que cette bonne intention, qui se veut protectrice, peut devenir facilement surprotectrice. Or, l'excès de protection devient évidemment un empêchement à l'exercice de la liberté. Tout est paradoxal dans la situation où nous sommes. Vous voulez mon bien, vous voulez me protéger, et à cause de cela, vous portez atteinte à l'exercice de ma liberté. L'enfer est, paraît-il, pavé de bonnes intentions, en EHPAD sans doute, comme ailleurs. On pourra toujours ensuite se gargariser de maintien de l'autonomie. Comment y aurait-il exercice de l'autonomie s'il y a d'abord spoliation de la liberté? À moins, évidemment, que l'autonomie ne soit considérée que comme la faculté de se déplacer encore un peu ou de bouger, et dans ce cas, on confond dramatiquement autonomie et automobile. Alors la vie en EHPAD, entre faire et laisser faire, une fois pris ces quelques points de repère, cette question nous conduit, je crois, à réfléchir sur ce que c'est que faire. Faire, c'est agir. Agir, c'est être acteur, agere en latin. Être acteur, acteur de sa vie, malgré l'âge, au-delà de l'âge et même à cause de l'âge, grâce à l'âge. Être acteur de sa vie, il se peut que ça apparaisse comme une formule, une sorte de bonne intention de plus. Rester acteur, voilà bien une formule consensuelle. Qui est contre? Rester acteur. Pourtant, cette formule est intéressante si on la fait parler. Être acteur au théâtre, c'est jouer un rôle. Il n'y a pas d'acteur s'il n'y a pas de rôle. Quel est donc le rôle joué par les personnes âgées accueillies en EHPAD? Jouent-elles un rôle? En ont-elles la possibilité? Oui, sans doute, mais ce rôle est-il enviable? Exister sur la scène sociale, pour garder la métaphore du théâtre, exister sur la scène sociale, c'est toujours jouer des rôles, un rôle. À cause de ce rôle, c'est aussi bénéficier d'un statut et à travers ces deux éléments, rôle et statut, remplir une fonction et ainsi occuper une place de plein droit dans la communauté des hommes. Alors, jouer un rôle. Le rôle, nous dit Jean Stötzel, vous connaissez peut-être les travaux de Stötzel, un des pionniers de la psychologie sociale en France. Vous le connaissez parce qu'il a été l'inventeur de la sophresse. Alors la sophresse, tout le monde connaît, c'est dommage qu'on ne connaisse pas plus Stötzel. Bref, vous procurerez un petit ouvrage chez Flammarion, La psychologie sociale, tout simplement. Voilà, très intéressant, petit ouvrage, petit recueil, si je puis dire. Il définit le rôle de la manière suivante, il nous dit « Le rôle, c'est, s'agissant d'un individu, l'ensemble des comportements auxquels les autres s'attendent légitimement de sa part. » S'agissant d'un individu, l'ensemble des comportements auxquels les autres s'attendent légitimement de sa part. Alors, regardez, petit exemple, nous sommes ici exactement dans une situation de rôle et de contre-rôle, ou si vous préférez, de rôle et de contre-rôle. Et puis, raccourcissez le contre-rôle, contrôle. Tiens, alors, rôle, évidemment, on m'invite pour que je joue ici le rôle du conférencier. Je ne peux le jouer que si vous jouez le rôle de ceux qui viennent l'écouter. Imaginez que tous, vous vous leviez, que vous me tourniez le dos parce que vous vous êtes senti pas respecté, insulté, ou je ne sais quoi, à travers mes propos. Comment voulez-vous que je continue? Je ne peux pas. D'accord? Pour que je puisse jouer mon rôle, il faut que vous jouiez le vôtre. Mais pour que vous puissiez jouer le vôtre,
Il faut que j'accepte de jouer le mien. Si moi-même, je vais me réfugier dans la pièce d'à côté en me disant « mais ils m'énervent tous, j'ai pas envie de leur parler ». Et à chaque fois que nous voulons engendrer du conflit ou une situation de crise, tous autant que nous sommes, c'est exactement là-dessus que nous jouons. Alors on peut le faire de manière dramatique ou légèrement humoristique. Imaginez la scène suivante. Vous arrivez chez le médecin. Alors vous êtes dans la salle d'attente, le médecin vient vous chercher. Ah, madame Untel, monsieur Untel, voilà. Alors vous vous levez, bonjour, vous tendez la main. Il est probable que le médecin vous tende la main aussi. C'est pas sûr, mais ne le répétez pas. Hein. Mais il est probable qu'il vous tende la main. Voilà, bonjour, et puis vous rentrez dans le cabinet. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Bah écoutez, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal partout, ça va pas du tout, etc. Bon, allez, déshabillez-vous, on va regarder ça. Me déshabiller, moi? Vous d'abord. Terminé. Le médecin ne peut pas jouer son rôle de médecin, puisque je refuse de jouer mon rôle de malade. Voilà, rôle contre rôle. Et vous voyez cet agencement-là que nous vivons presque toujours de manière intuitive, mais nous avons eu toute l'éducation pour nous forger ces intuitions, pour nous apprendre à entrer dans ces rôles sociaux, etc. Bien sûr, donc ces situations-là que nous vivons tous les jours, il nous arrive d'oublier de les interroger, d'oublier de nous poser les questions qui nous permettraient justement de mettre en question les situations professionnelles dans lesquelles nous sommes. On parle du rôle des personnes âgées en EHPAD, mais on nomme l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Tiens, quel est donc le rôle des personnes âgées dépendantes? Voilà. Et le contre-rôle. Alors les contre-rôles sont plutôt définis, mais silence sur le rôle des vieux. On continue. Quels sont donc les comportements que les personnels d'un EHPAD sont légitimement en droit d'attendre de la part des personnes dites dépendantes? Le vocabulaire, comme toujours, en dit plus long qu'il n'y paraît, et je n'attends sans doute pas les mêmes comportements si l'autre est à mes yeux placé ou accueilli, si je le considère comme un pensionnaire ou comme un résident, si je regarde son espace privatif comme un lieu d'hébergement ou comme un appartement où il habite. Or, nous sommes dans un établissement nommé établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quel est donc le comportement attendu d'une personne âgée dite dépendante, hébergée, etc. Il me semble que ce comportement est fait d'abord de renoncement. Il a fallu renoncer au domicile, parfois renoncer à sa ville, son village, son cadre de vie. Il a fallu renoncer à sa vie quotidienne telle qu'on se l'était construite en avançant en âge, renoncer et même se soumettre, soumission à la décision d'entrer en établissement, souvent prise par un tiers, soignant, enfant, et qu'ils aient eu raison ou non de prendre cette décision, le fait qu'elle vous soit plus ou moins imposée vous place dans cette obligation de renoncer, de vous soumettre, bien malgré vous. Qu'attendons-nous d'une personne âgée dépendante? Qu'elle se comporte comme une vieille personne et qu'elle dépende de son entourage pour les actes de la vie quotidienne. Et si elle n'entre pas dans ce jeu de rôle, alors on n'aurait pas eu raison de la faire rentrer en établissement. La pression de conformité qui va s'exercer sur elle utilisera tous les arguments pour lui faire admettre cela, en particulier les arguments de bien-être. Ils sont sans doute les plus faciles à manier. Pression de conformité qui fait adopter un comportement de personne dépendante. Vieux, vieille, dépendant, dépendante, il est étrange ce terme dépendant que nous utilisons à propos des plus âgés de nos concitoyens. En effet, ce qui nous fait hommes et femmes, c'est justement un lien de dépendance, ou plutôt d'interdépendance. C'est bien l'interdépendance qui nous définit, quel que soit l'âge considéré. L'enfant et sa mère sont en relation d'interdépendance. Un couple amoureux est en relation d'interdépendance, au moins je leur souhaite.
nos relations professionnelles, sociales, sont des relations d'interdépendance. Or, il arrive qu'au motif de l'âge, du handicap, de la maladie, de l'origine, que sais-je, brisant l'inter, nous nous retirions de la réciprocité pour ne garder pour l'autre que la dépendance dans laquelle nous le tenons, dans laquelle il se trouve enfermé. Et voilà que le statut, qui correspond au rôle, vient compléter le tableau. Le statut, s'agissant d'un individu, nous dit Stötzel, c'est l'ensemble des comportements auxquels il est légitimement en droit de s'attendre de la part des autres. Bénéficier d'un statut est donc la réciproque exacte du rôle que l'on exerce. Quand je joue mon rôle, les autres attendent quelque chose de moi, légitimement, et quand je bénéficie du statut qui correspond au rôle, j'attends légitimement quelque chose de la part des autres. Ce terme, légitimement, est certainement très important. Est légitime ce qui est tout à la fois légal et moralement, éthiquement désirable, acceptable. Il s'agit au fond de conjuguer une approche juridique et une approche philosophique. Ceci nous conduit à ne jamais pouvoir considérer la personne auprès de laquelle nous intervenons comme un simple consommateur pour lequel un contrat de séjour fixerait le tarif d'une prestation à laquelle il aurait droit. Travailler en EHPAD inclut évidemment cette dimension, mais la dépasse largement, puisqu'il ne s'agit pas seulement de consommer, de vendre et d'acheter un service, mais bien de faire en sorte que la personne vive en EHPAD, et la vie ne peut jamais se réduire à un échange commercial. C'est là que la réflexion que vous proposez de conduire cet après-midi prend un volume tout particulier, parce que le statut dont bénéficie la personne et qui, une fois encore, ne peut se réduire à un statut de consommateur, le statut exprime avec précision les droits et les devoirs et donne à l'individu la dimension sociale de lui-même, nous dit encore Jean Stötzel. Alors, la dimension sociale de soi, c'est en fait la dimension identitaire de la personne. Je n'existe que dans le regard d'autrui. Vous vous souvenez, Prévert, c'est dans le miroir des autres que parfois on se reconnaît. Je n'existe que dans le regard des autres. Pierre Sansot, sociologue trop tôt disparu, définissait l'identité de la manière suivante. Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leurs attentes. On comprend alors que l'image que j'ai de moi puisse varier en fonction de ce que l'autre attend de moi. Et la véritable question identitaire n'est pas tant « qui suis-je ?» C'est une question évidemment pleinement recevable, mais la véritable question identitaire n'est pas tant « qui suis-je ?» mais bien « toi qui me regardes, qu'attends-tu de moi ?» Certains préféreront retrouver des racines bibliques en disant « toi, qui dis-tu que je suis ?» C'est la même formule, c'est la même problématique. Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi, toi qui viens travailler dans cet EHPAD où l'on me place, où l'on m'accueille, où l'on fait à ma place, où l'on fait avec moi, où l'on m'accompagne, etc. On l'aura compris, c'est bien le regard que nous portons sur l'autre qui détermine le statut dans lequel nous le tenons et par conséquent qui détermine le rôle qu'il peut jouer, qu'on lui demande de jouer, que l'on attend qu'il joue, qu'on lui laisse jouer et puis qu'on lui interdit de jouer. Vivre en EHPAD nous conduit donc à rechercher un équilibre fragile, délicat, entre faire et laisser faire, en fonction des capacités, des capabilités. C'est la mode d'utiliser aujourd'hui ce genre d'anglicisme, mais c'est intéressant aussi de regarder ces capacités dans le contexte qui permet
à la personne de les mettre en œuvre, de la personne, capacité de la personne. Faire, agir, exister dans un rôle et dans un statut, tout ce qui permet à la personne de construire un sentiment continu d'exister, aurait dit Winnicott, un sentiment de sécurité personnelle et d'avancer avec confiance dans la vie encore, même s'il s'agit, et nous le savons bien, de la fin du parcours. Jouer un rôle, bénéficier d'un statut, construire une identité, voilà de quoi tenir non pas une place, mais sa place. Non pas une place interchangeable et la même pour tous, mais bien sa place, une place qui se construit dans la reconnaissance. C'est que faire, c'est être acteur, agir, et par conséquent être considéré comme citoyen à part entière, même si, pour 1000 raisons, le citoyen en question connaît des difficultés dans sa vie quotidienne. Il se peut même que demain, pour 1000 raisons encore, je ne puisse plus jouer mon rôle, ou difficilement, ou mon rôle de grand-père, mon rôle d'électeur, mon rôle de militant, je ne sais. Pourtant, et c'est essentiel, si vous me regardez d'une certaine manière, même lorsque je ne joue plus mon rôle, il se peut que je remplisse encore une fonction qui me fera exister à vos yeux. La fonction, elle est d'ordre symbolique, quand le rôle, lui, est évidemment inscrit dans la réalité quotidienne. S'agissant d'une personne âgée dite dépendante, la fonction qu'elle remplit ou qu'elle peut remplir est parfois difficile à deviner. Elle est sans doute, à mes yeux, du même ordre que la fonction du philosophe. Cette fonction qui consiste à nous interroger, silencieusement le plus souvent, mais dans un silence parfois assourdissant qui fait que nous n'entendons plus rien, nous interroger silencieusement par leur seule présence sur le sens de la vie, de la vieillesse, du handicap, de la maladie. La question que nous pose cette personne est sans doute finalement la suivante. Toi qui me regardes, qu'attends-tu de moi ? Il faut bien reconnaître que nous sommes sociétalement en grande difficulté aujourd'hui pour répondre à cette question. Nous, société française contemporaine, qu'attendons-nous des vieux ? Qu'ils crèvent. On aura leur fric. Et s'ils ne meurent pas tout de suite, leur fric tout de suite. C'est-à-dire qu'après tout, ils redeviennent intéressants quand leur pognon permet de créer de l'emploi. Voilà. Qu'attendons-nous des vieux ? Ma réponse est un peu rapide, un peu caricaturale. Je crois, de manière un petit peu plus nuancée, je crois que nous sommes en grande difficulté pour répondre aujourd'hui à cette question. On parle de maintenir les seniors dans l'entreprise. Alors, les seniors ont failli Dieu, hein, mais allez, maintenir les plus âgés dans l'entreprise, mais les maintenir parce que, à la clé, il y a des avantages fiscaux, mais autrement... Mon grand-père, qui était un paysan vendéen, disait les dernières années de sa vie, à quoi ça sert de savoir piquer des bœufs pour conduire un tracteur ? Voilà. À quoi ça sert de savoir piquer des bœufs pour conduire un tracteur ? À quoi ça sert dans les entreprises, l'expérience des plus anciens des salariés, quand tout aujourd'hui est conçu sur ordinateur ? À quoi ça sert ? Vous voyez, donc on maintient les vieux dans l'emploi, enfin... Bref, il faut reconnaître, je crois, que nous sommes en grande difficulté pour répondre à cette question. Qu'attendons-nous des vieux ? L'emploi qu'ils contribuent à créer, l'argent dont nous hériterons, pas grand-chose. Et du coup, nous les
plaçons dans ce statut d'objet, objet que l'on place et déplace, au moment où nous devrions être capables de reconnaître leur place dans le tissu social. Mais pour masquer tout cela, à leurs yeux et à nos propres yeux, même si personne n'est complètement dupe, nous développons un discours technico-administratif qui nous donne à croire que nous parvenons à faire illusion. Nous plaçons l'usager au centre du dispositif. Je ne savais pas que le dispositif avait un centre, mais nous plaçons l'usager au centre du dispositif pour maintenir l'autonomie d'une personne qui n'a pas demandé à entrer en établissement, le tout dans un faisceau de contraintes financières et administratives qui nous conduisent à enfermer pour sécuriser, contraindre pour protéger, faire à la place sous prétexte de prendre en charge, etc., etc. Il faut bien reconnaître alors que malgré le talent et la bonne volonté de personnel souvent compétent et bienveillant, la vie dans ces structures et services est peu enviable. On s'y ennuie souvent, on attend, on attend, on attend. Vous vous souvenez de Christian Bobin dans La présence pure, assis dans le couloir de la maison de long séjour, ils attendent la mort et l'heure du repas. C'est dur, hein ? Mais comment, dans ces conditions, prendre plaisir à vivre en établissement ? Alors, les professionnels répondent « projet de vie ». Quand les personnes accueillies disent « projet de vivre », mais peut-être même « projet d'y mourir ». Et c'est toujours au moment où nous sommes le plus en difficulté qu'on nous demande quel est notre projet. C'est quand vous êtes au chômage qu'on vous dit alors quel est votre projet professionnel ? Voilà. Et c'est quand j'arrive en EHPAD qu'on me dit quel est ton projet de vie ? Vous l'avez écrit, votre projet de vie ? Non ? Ah, mais attendez, mais ça va pas. Alors il y a des psychologues dans la salle. Alors les psychologues vont venir avec moi et nous, on va écrire votre projet de vie. Puis si on n'y arrive pas, on va faire venir vos enfants. On va écrire votre projet de vie avec vos enfants, d'accord ? Puis après, on vous présentera votre projet de vie et on vous le fera signer. Non, mais alors, je caricature, je force, hein, je déforme un peu, mais nous avons vu ici ou là des pratiques de cet ordre-là. Donc, je comprends bien la démarche, et sans doute vaut-il mieux que les personnels aient en tête ces notions de projet de vie, plutôt que pas de notion du tout. Donc, bien sûr, mais interrogeons tout cela. Parce que, est-ce que c'est vraiment ça, vivre ? Je pousse encore plus loin. Vous avez vu, comme moi, que les textes de loi, depuis 2005, nous disent de mettre en œuvre des projets individualisés. Encore heureux, quand même. Attendez. Bon, alors c'est quand même la moindre... Mais on m'a déjà fait le coup, à moi. J'aime bien raconter cette histoire. Quand je suis arrivé au service militaire, on avait pour moi un projet individualisé. D'accord ? Alors, je l'ai enfilé. Hein, vous avez remarqué que j'étais très grand et très baraqué. D'accord ? Donc, moi, les manches m'arrivaient là. Et puis, les bas de pantalon, n'en parlons pas. Donc, on a raccourci le pantalon et le bout des manches. Mais ça aurait été beaucoup trop compliqué d'individualiser vraiment la veste de l'uniforme. Et donc, moi, j'ai passé mon service militaire avec une veste qui m'arrivait aux genoux, et ceux qui avaient la même largeur d'épaule que moi, mais qui faisaient 1m90, eux, ils avaient une veste qui leur arrivait au-dessus du nombril. Voilà. C'est ça, un projet individualisé. Le même pour tous, mais on va ajuster le bas de pantalon et le bout des manches. C'est du sur-mesure qu'il fallait faire. D'accord ? Alors on ne peut pas demander à l'armée de faire... Mais justement, nous ne sommes pas à l'armée. D'accord ?
Donc, non, pas un projet individualisé. Alors vous allez me dire, alors un projet personnel. Non, pas personnalisé. Personnalisé, c'est mieux qu'individualisé, parce qu'au moins on a la personne, ce qui est déjà plus intéressant que l'individu. La personne, elle est en relation. Donc, mais pourquoi pas un projet personnel, quand même? Si vous êtes là, si vous êtes allé travailler en EHPAD, si vous avez fait des formations, quelles qu'elles soient, de soignants, de médecins, d'infirmières, de psy, d'auxiliaires de vie sociale, mais c'est évidemment parce que ce qui vous intéresse, c'est pas d'aller appliquer à chacun le même protocole. Et ce qui vous intéresse, c'est de partir de la personne, de son histoire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait, de sa culture, de ce qui donne sens à sa vie, et du coup, de bâtir, de construire avec elle le projet qui lui va. D'accord ? Mon Dieu, Sartre. Alors, c'est peut-être pas de Jean-Paul Sartre, on en discutait tout à l'heure, mais il le reprend en tout cas, et vous retrouverez ça dans un petit bouquin intitulé « L'existentialisme est un humanisme », mais dans le bouquin, il le donne comme étant de lui. Hein. Mais bon, Sartre avait cette phrase dont nous devrions nous souvenir. Il disait « L'homme est projet et sera d'abord ce qu'il a projeté d'être. L'homme est projet. De grâce, ne passons pas une fois de plus de l'être à l'avoir. On va s'appauvrir et on va... L'homme est projet. Cet homme projet, c'est dans ce qu'il fait qu'il s'exprime, se donne à voir, se met en scène sur la scène sociale, jouant un rôle, bénéficiant d'un statut, etc. Alors, faire, mais faire quoi ? Tout ce qu'il est possible de faire, parce que c'est dans cette action que peuvent s'opérer les nécessaires remaniements qui accompagnent l'avancée en âge. Première exigence, regardez-moi davantage dans ce qui me reste que dans ce que j'ai perdu. Et nous avons une étrange tendance à ne regarder l'autre qu'à travers ce qui lui manque. J'ai actuellement 2 bras. Si demain j'en perds un, oui, j'en aurai perdu un. Mais il m'en restera un, grâce auquel je pourrai taper sur la table. Bien sûr. Regardons l'autre dans les capacités qui lui restent avant de le regarder. Voilà. Et du coup, nous le regardons comme quelqu'un qui peut faire encore, même s'il ne peut forcément que faire moins qu'autrefois. Et alors, je cours beaucoup moins vite que quand j'étais plus jeune, mais du coup, j'ai appris à courir longtemps. Parce que pour courir longtemps, on ne peut pas courir vite. Et voilà. Alors, sauf les quelques champions qui arrivent à conjuguer les deux. Mais moi, il y a longtemps que j'y ai renoncé. D'accord ? Donc, faire quoi ? Tout ce qu'il est encore possible de faire. Parce que c'est dans cette action que s'opèrent les nécessaires remaniements qui accompagnent l'avancée en âge. En effet, vieillir, si nous acceptons l'idée que ce soit bien une question d'âge, mais pas que une question d'âge, pour chacun d'entre nous, vieillir, c'est toujours remanier son rapport au temps, indéniablement. C'est terrible, mais je vous certifie que ça passe de plus en plus vite. Et nous sommes 2 ou 3 ici à pouvoir en témoigner. Voilà, c'est remanier son rapport au temps. Remanier beaucoup plus largement son rapport au monde. Alors on a évidemment le remaniement du rapport au travail, c'est presque une évidence, mais bien au-delà. On pourrait prendre comme exemple le rapport à la bagnole. Alors non pas qu'il y ait urgence à arrêter de conduire, les vieux ont moins d'accidents que les jeunes. Donc si quelqu'un doit arrêter de conduire,
ce sont les jeunes, d'accord? Puisqu'ils sont beaucoup plus dangereux que les vieux. Donc, c'est pas ça. Mais remanier son rapport à la bagnole, parce que, est-ce que c'est vrai que c'est tellement intéressant de conduire? C'est drôle, mais c'est pas sûr. En tout cas, pas de la même manière, pas comme avant, pas pour... ça se transforme, tout ça. Oui, ça peut être plaisant, bien sûr, mais pas... voilà. Le rapport à la voiture, le rapport au fric, le rapport à tant de choses. Vieillir, c'est forcément remanier son rapport au monde, à l'habitat, à la maison, à l'appartement, à l'espace investi. Songez à cette belle expression, réaménager son intérieur. Eh bien voilà, je me projette tant dans cet espace que j'habite que lorsque je déplace les meubles, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se structure différemment, qui se réaménage, voilà, hein, réaménager son intérieur. Bref, remanier son rapport au monde, remanier son rapport aux autres. Bah, bien sûr, je n'ai pas le même rapport aux autres, jeunes, vieux, hommes, femmes, à 20 ans, à 40, à 60, bien sûr. Et puis, à travers ce rapport aux autres, parce que mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leurs attentes, à travers cela, évidemment, remanier l'image qu'on a de soi et le rapport à soi-même. Petit exemple, pour être précis, un de mes petits-enfants me disait il y a quelque temps, il avait à peine 7 ans, même pas, 6 ans et demi, quelque chose comme ça, on est à table, et il coupe la parole à tout le monde, et il me dit, mais grand-père, mais tu te rends pas compte, alors ça commence bien, c'est bien connu, les vieux, ça se rend pas compte, d'accord? L'image de la vieillesse, elle est belle, hein? Bref, grand-père, mais tu te rends pas compte, mais ça se voit que t'es vieux. Alors à quoi le vois-tu? Eh bien, t'as plein de plis sur la figure. D'accord? Alors ceux qui me connaissent bien savent que les crèmes anti-âge, j'en fais un usage modéré. Tu as plein de plis sur la figure et puis tu n'as que des vêtements de vieux. Tu n'as que des habits de vieux. Voilà. Le même jour, je vais à la gare acheter un billet de train et la guichetière SNCF, oui, vous désirez un aller-retour Poitiers-Paris, vous avez une réduction? Alors, je peux m'en sortir en disant que mon petit-fils est mal élevé. Ouais. Bah, pourtant, c'est mon petit-fils quand même, quoi. D'accord? Je peux m'en sortir en me disant que les guichetières ne sont plus ce qu'elles étaient, qu'elles n'ont plus de goût, qu'elles sont mal formées, que... Mais tous les deux me disent la même chose. Tous les deux me disent, ça se voit que tu es vieux, et je peux toujours le refuser. C'est-à-dire que je peux refuser de remanier l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres. D'accord? Mais elle va me rattraper, cette image. Alors je vais aller chez le coiffeur ou le teinturier et je vais me faire teindre les cheveux. Et la guichetière SNCF tapera le coude de sa voisine en lui disant « T'as vu le vieux? Il s'est fait teindre. » Et c'est tout ce que je vais y gagner. Ou presque. Vous voyez, remanier l'image que l'on a de soi, remanier son rapport à soi-même, accepter cela, non pas vieillir et rester jeune, absurdité, évidemment, vieillir et devenir vieux. Enfin, voilà, parce que c'est une qualité supplémentaire que nous mettons du temps à acquérir, évidemment, mais alors, faire quoi? Faire tout ce qui peut permettre qu'à travers ce que je fais, je puisse remanier mon rapport au temps, remanier mon rapport au monde, remanier mon rapport aux autres et à moi-même. Encore faut-il, surtout dans certaines situations, encore faut-il que vous m'y invitiez. Aragon se voit vieillir. Triste de se voir vieillir, il écrit « J'arrive où je suis étranger. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est comme fondre pour le givre ou pour le vent, être léger. J'arrive où je suis étranger. » Il prend peur. Alors, il se tourne vers celle qu'il aime,
Elsa, et lui adresse une extraordinaire supplique. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains, que je sois sauvé. Pour que ces remaniements s'opèrent, encore faut-il que vous m'y invitiez. Encore faut-il que vous me tendiez cette main qui sauve. Et les personnels des EHPAD ne font que ça. Tendre, parfois maladroitement, et c'est pour ça qu'on les critique, mais tendre cette main qui sauve, ces mains qui sauvent. On devine alors l'importance des activités de la vie quotidienne, de la toilette, des soins corporels, des soins esthétiques, l'importance du vêtement, des balades, des promenades, de la parole, des lectures. Rien ne saurait être écarté de ce que nous pouvons faire. La seule question est bien, quel en est le sens pour la personne concernée? Au fond, il s'agit de faire œuvre de culture, aussi bien à travers la vie quotidienne, parce que la préparation d'un repas, l'entretien d'une chambre, l'entretien du linge, c'est de la culture, aussi bien à travers les activités de la vie quotidienne qu'à travers des activités dites artistiques ou de création, l'écriture, la peinture, le théâtre, le chant, la danse même, mise en scène, mise en mouvement des corps, mise en scène, mise en mouvement des esprits, mise en activité des mains, faire, faire et ce faisant, se faire, disait encore Jean-Paul Sartre. Faire et ce faisant, se faire. Se faire parce que vieillir, c'est continuer à vivre et donc continuer à se construire comme des êtres de culture, comme des êtres de sentiments, d'émotions, de relations, d'actions. Action ainsi pensée, l'action ainsi pensée peut être minuscule, elle l'est parfois, mais le minuscule de nos vies, surtout en avançant en âge sans doute, ce minuscule de nos vies n'est jamais insignifiant, jamais négligeable. Faire parce que c'est à travers l'action que s'exprime quotidiennement le sens de nos vies. Faire parce que vivre, c'est agir, agir, c'est résister, vivre, c'est résister. Alors, et pour conclure, vous vous souvenez, Paul Éluard, sur l'absence sans désir, on aurait dit qu'il écrivait ça, on dirait qu'il a écrit ça pour parler des personnes accueillies en établissement, en EHPAD. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Alors, je voudrais que nous fassions le pari, que si Éluard écrivait cela aujourd'hui, il ajouterait un tout petit paragraphe dans lequel il dirait « Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur les murs de cette EHPAD, j'écris ton nom, liberté. »